voler du pain ou juste enfreindre une règle. Dans certaines sociétés, ça suffisait pour mourir. Et le plus inquiétant, c'est que tout cela était légal. Dracon et Athènes. On commence en Grèce au 7e siècle avant notre ère, à Athènes. À cette époque, il n'existe pas encore de loi écrite. Ce sont les aristocrates qui décident, au cas par cas, ce qui est légal ou non. Et évidemment, ils adaptent les règles selon leurs intérêts. Résultat, une société profondément injuste où les plus pauvres n'ont aucune protection. Face à cette situation, la pression monte. Les tensions sociales deviennent dangereuses. Alors, en 621 avant Jésus-Christ, Athènes confie à un homme une mission essentielle, écrire les premières lois de la cité. Cet homme s'appelle Dracon, et très vite, son nom va devenir synonyme de terreur. Le problème, c'est que Dracon ne cherche pas à équilibrer la justice, il cherche à imposer l'ordre. Et pour lui, il n'existe qu'un seul moyen véritablement efficace, la dissuasion maximale, autrement dit, la mort. Dans son système, voler n'importe quel objet, même de la nourriture, peut être puni de mort. L'oisiveté, c'est-à-dire le fait de ne pas travailler, est aussi passible d'exécution. Certaines infractions religieuses ou simples actes d'agression, même sans mort, entraînent également la peine capitale. Autrement dit, dans la pratique, presque tout peut conduire à une condamnation à mort. Ce qui est fascinant, c'est que Dracon fait une exception, le meurtre. Ainsi, pour la première fois dans l'histoire grecque, il distingue l'homicide involontaire, le meurtre, et le meurtre prémédité. Et pour cela, il adapte les peines. Paradoxalement, c'est la partie la plus moderne de son code. Mais pour le reste, la logique est implacable. On raconte que lorsqu'on lui demande pourquoi il punit aussi sévèrement des crimes mineurs, Dracon répond « Les petits crimes méritent la mort, et pour les plus grands, je n'ai pas de peine plus sévère ». Son système choque même les Grecs de l'époque. Et en moins de 30 ans, ses lois sont abandonnées. Mais son nom, lui, reste. Aujourd'hui encore, on parle de loi draconienne pour désigner des règles excessivement sévères. Hammurabi. Quelques siècles plus tôt, en Mésopotamie, un autre dirigeant va poser les bases d'un système tout aussi strict, mais beaucoup plus structuré. Son nom, Hammurabi, roi de Babylone, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Contrairement à Athènes, le problème ici n'est pas l'arbitraire, mais le chaos. Chaque ville possède ses propres lois, chaque région applique ses règles. Et pour un empire en expansion, c'est un danger. Alors, Hammurabi décide de créer un code unique, un ensemble de 282 lois gravées dans la pierre, visibles de tous. Et parmi ces lois, 25 crimes passibles de mort. Ce qui surprend immédiatement, c'est que ces crimes ne concernent presque jamais le meurtre. À la place, on trouve des situations très précises. Par exemple, si un constructeur réalise une maison et que cette maison s'effondre en tuant son propriétaire, alors le constructeur est exécuté. Dans un autre cas, si quelqu'un accuse une personne d'un crime capital, mais ne peut pas le prouver, alors c'est l'accusateur qui est exécuté. La logique est simple, protéger la stabilité sociale. Empêcher les abus, empêcher les mensonges, empêcher les conflits. Même la magie est concernée. Ainsi, si quelqu'un est accusé de sorcellerie, il doit subir une épreuve, en l'occurrence, se jeter dans une rivière. S'il meurt, il est coupable. S'il survit, c'est l'accusateur qui est exécuté. Autre point essentiel, le vol. Dans la Mésopotamie antique, voler n'est pas juste un crime économique. C'est une menace directe contre l'ordre. Un voleur pris sur le fait peut être exécuté immédiatement. Un pillard, quant à lui, il est jeté dans les flammes. Même le religieux n'est pas épargné. Volé dans un temple est puni de mort. Un prêtre surpris en train de boire de l'alcool, il est également exécuté. Car il représente une figure morale. Ici, la peine de mort n'est pas une vengeance, c'est un outil d'équilibre. Chaque crime menace un pilier du système, la justice, la religion, l'économie. Et chaque menace doit être éliminée. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux systèmes, Dracon et Hammurabi, poursuivent le même objectif, imposer l'ordre, sauf qu'ils le font différemment, l'un par la peur absolue, l'autre par la règle structurée. Et pourtant, ailleurs dans le monde, certaines sociétés vont aller encore plus loin. Les Aztèques.
Quand les Espagnols arrivent en Amérique au XVIe siècle, ils décrivent les Aztèques comme des barbares. Mais en réalité, leur société est extrêmement structurée, avec des tribunaux, des juges et même des systèmes d'appel. Il y a des tribunaux locaux pour les affaires simples, des tribunaux spécialisés pour l'armée, le commerce ou bien la religion, mais également une cour suprême. Mais il y a une différence majeure avec notre monde. Il n'existe pas de prison. Résultat, la justice doit être rapide et souvent définitive. Un vol violent, un meurtre, la destruction de cultures peuvent mener à l'exécution. Mais ce qui surprend, ce sont les crimes sociaux. Mentir sur quelqu'un, diffamer, troubler l'ordre public peuvent aussi mener à la mort. L'adultère, eh bien c'est également encore l'exécution, et pas seulement pour les coupables, mais aussi pour ceux qui savaient et qui n'ont rien dit. L'ivresse publique, également punissable de mort, sauf pour les personnes âgées. Même les enfants ne sont pas totalement protégés. Un enfant trop désobéissant peut être jugé et dans des cas extrêmes, exécuté. Car pour les Aztèques, la société repose sur un principe simple, l'équilibre. Tout ce qui menace cet équilibre doit être éliminé. Pas corrigé, pas rééduqué, juste éliminé. Rome et ses empereurs. Quand on pense à la justice romaine, on imagine immédiatement des scènes extrêmes, des crucifixions le long des routes, des condamnés jetés au lion, ou bien des combats à mort dans les arènes. Mais ce qui est souvent mal compris, ce n'est pas la violence, c'est la logique derrière. Au début de la République romaine, les crimes passibles de mort restent relativement classiques. Le meurtre, la trahison, ou bien encore les complots contre l'État. Rien de très différent d'autres sociétés, mais tout change avec l'Empire. Car à partir du moment où l'empereur devient une figure quasi divine, désobéir à l'État ne devient plus seulement un crime politique, ça devient un crime sacré. Autrement dit, offenser l'empereur, eh bien c'est offenser les dieux. Et ça change tout. Un simple écrit critique, une parole mal interprétée ou même une influence jugée trop importante peuvent être considérées comme une menace. On appelle cela le crimen majestatis, le crime contre la majesté de Rome. Et dans ce système, il n'y a pas besoin de passer à l'acte. La suspicion suffit. Résultat, sous certains empereurs, les accusations explosent. Des sénateurs sont exécutés pour avoir été trop populaires, des intellectuels pour leurs écrits et des proches pour des rumeurs. Mais le cas le plus célèbre reste celui des chrétiens. Contrairement à une idée répandue, Rome tolère la plupart des religions. Chaque peuple peut adorer ses propres dieux, mais à une seule condition, reconnaître aussi l'autorité divine de l'empereur. Et c'est là que les chrétiens posent problème, parce que ces derniers refusent et affirment qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Pour nous, aujourd'hui, c'est une question de foi. Pour les Romains, c'est une véritable rébellion politique. En effet, refuser de reconnaître l'empereur, eh bien c'est refuser l'ordre établi, et ça, Rome ne le tolère pas. C'est pour cela que les chrétiens sont exécutés, pas pour leur religion en soi, mais pour ce qu'elle implique. Mais la violence romaine ne s'arrête pas là. Dans l'armée, la discipline est absolue, et pour la maintenir, Rome utilise une méthode devenue célèbre, la décimation. Si une unité fuit le combat ou bien se mutine, on ne punit pas seulement les coupables, on tire au sort. C'est ainsi qu'un soldat sur 10 est exécuté par ses propres camarades. Imaginez l'impact psychologique. Vous ne savez pas si vous allez mourir, et si vous parvenez à survivre, eh bien vous devez tuer quelqu'un de votre groupe. C'est une stratégie de terreur totale, et ce n'est qu'un exemple. Un soldat qui dort pendant son service peut être battu à mort par ses compagnons. Un voleur dans les rangs subit le même sort. Et en bas de l'échelle sociale, eh bien on trouve les esclaves. Là, la logique devient encore plus brutale. Si un esclave tue son maître, par exemple, eh bien ce sont tous les esclaves de la maison qui peuvent être exécutés. Pas seulement le coupable, tous. Un cas célèbre, en 61 après Jésus-Christ, en est un bon exemple. Cette année-là, un haut dignitaire romain est assassiné par l'un de ses esclaves. En conséquence, le Sénat ordonne l'exécution de plus de 400 esclaves, même ceux qui n'étaient pas présents, ni même impliqués dans le meurtre. Pourquoi ?
Eh bien parce que dans la logique romaine, un esclave n'est pas un individu, c'est une partie d'un système. Et si une partie se rebelle, eh bien tout le système doit être puni. Ici, la peine de mort n'est pas une sanction, c'est un véritable message. Rome montre une chose essentielle, la peine capitale ne sert pas seulement à punir, elle sert aussi à maintenir une hiérarchie. Et dans certaines sociétés, cette hiérarchie devient encore plus rigide. Le Japon Edo. Pendant plus de 2 siècles, le Japon vit presque coupé du monde. Nous sommes sous le shogunat Tokugawa. Et le mot-clé de cette époque, eh bien c'est le contrôle. En 1635, le Japon adopte une politique radicale, le sakoku. Résultat, le pays se ferme, avec une interdiction de quitter le territoire, une interdiction de revenir si l'on est parti, et également une interdiction de contact avec l'étranger. Et la sanction est claire, tous ceux qui se mettent en travers de cette loi sont punis par la mort. Même construire un bateau sans autorisation peut être puni de mort. Pourquoi une telle sévérité, me direz-vous? Eh bien parce que le pouvoir voit le monde extérieur comme une menace. Les idées étrangères, les religions comme le christianisme peuvent déstabiliser l'ordre interne. Donc, on coupe tout, sauf que le contrôle ne s'arrête pas aux frontières. À l'intérieur du pays, la société est extrêmement codifiée. Qui êtes-vous? Comment vous habillez-vous? Qui voulez-vous épouser? Eh bien, tout est encadré et toute déviation peut devenir un crime capital. L'un des exemples les plus frappants concerne les incendies. À Edo, les maisons sont en bois et en papier et un feu peut détruire une ville entière très facilement. Résultat, mettre le feu ou bien tenter de le faire ou même encore déclencher une fausse alerte peut entraîner la mort et parfois celle de toute votre famille. Autre cas marquant, Kiyoshi Sogoro. Il s'agit d'un chef de village qui décide de protester contre des taxes trop lourdes. Mais au lieu de passer par son seigneur local, il s'adresse directement au shogun. Erreur fatale, car c'est là qu'il brise la chaîne hiérarchique. Résultat, lui et sa femme, ainsi que ses enfants, sont exécutés. Pas pour avoir protesté, mais pour ne pas avoir respecté l'ordre établi. Ici encore, la logique est claire, le danger n'est pas l'acte, c'est la remise en cause du système. Et pourtant, même dans des sociétés plus modernes, cette logique va persister, parfois même de manière totalement absurde. Le Bloody Code. On change complètement d'époque, nous sommes à présent en Angleterre, entre le XVIIe et le début du XIXe siècle. Et là, ce n'est plus une société antique, ni un empire autoritaire, c'est une société en transition. Les villes grossissent, la population explose, les riches et les pauvres vivent de plus en plus proches. Et avec cette proximité viennent des tensions. Pour les élites, une peur s'installe, celle de perdre le contrôle. Car les campagnes sont pleines de braconniers, les villes de pickpockets et les propriétés privées deviennent des cibles. Alors le Parlement réagit, mais au lieu d'adapter la société, il durcit les lois et progressivement, le nombre de crimes passibles de mort explose. Vers 1688, on compte environ 50 crimes capitaux. Un siècle plus tard, on dépasse les 200. Ce système porte un nom, le Bloody Code. En français, le code sanglant. Mais ce qui le rend fascinant, c'est son absurdité. Ainsi, voler un cheval, eh bien c'est la mort. Couper un arbre, encore la mort. Voler un objet d'une valeur dérisoire, toujours la mort. Être surpris la nuit avec le visage noirci, ce que faisaient les braconniers pour ne pas être reconnus, eh bien c'est encore la mort. Mais ça ne s'arrête pas là. Détruire un étang à poissons, endommager une route, arracher des plants, tous ces actes peuvent conduire à l'exécution. Même des situations incroyablement spécifiques apparaissent, comme par exemple se faire passer pour un ancien soldat invalide. Là encore, punition de mort. Une mère célibataire qui cache la mort de son nouveau-né peut être également condamnée. Un ouvrier qui détruit une machine textile risque également l'exécution. Mais pourquoi une telle dérive? Eh bien parce que la priorité n'est plus la justice, mais la protection de la propriété. Dans une société en mutation, la richesse devient centrale, et toute atteinte à cette richesse est perçue comme une menace majeure. Mais ce système a un problème. Il est tellement extrême qu'il devient contre-productif. Les jurys refusent ainsi parfois de condamner. Les juges contournent les lois et de nombreux condamnés sont finalement envoyés dans des colonies pénitentiaires plutôt qu'exécutés. Autrement dit,
Même à l'époque, ce système choque. Et au XIXe siècle, il est progressivement démantelé. Ce chapitre montre une chose essentielle. Même dans une société dite moderne, la peur peut introduire des lois totalement irrationnelles. Mais s'il existe un système qui pousse cette logique jusqu'à l'extrême absolu, eh bien, il faut regarder du côté de la Chine impériale. La Chine Qing. En 221 avant Jésus-Christ, un homme unifie la Chine après des siècles de guerre. Son nom, Qin Shi Huang. Son objectif est simple, créer un État stable. Mais pour lui, la stabilité ne passe pas par la persuasion, elle passe par le contrôle total. Il adopte pour cela une philosophie appelée le légalisme. Un principe fondamental, les humains ne sont pas fiables, donc ils doivent être contrôlés par des lois strictes, mais également des punitions extrêmes. Résultat, la peine de mort devient omniprésente. Étiqueter le pouvoir, eh bien c'est la mort. Exprimer une opinion différente, encore la mort. Posséder des livres non autorisés, eh bien, ils sont tout simplement brûlés et leurs auteurs peuvent être également exécutés. Un épisode célèbre raconte que des centaines d'érudits confucéens auraient été enterrés vivants pour avoir critiqué le régime. Mais ce qui rend le système encore plus radical, c'est son niveau d'exigence. Dans la Chine Qing, même l'erreur peut être mortelle. Par exemple, un fonctionnaire qui commet une faute dans un document, eh bien, il peut être exécuté. Un ouvrier qui travaille mal peut être également condamné à mort. Mais ce n'est pas tout. Un soldat en retard, condamnation à mort. Et parfois, ce n'est pas seulement vous. Si vous commettez un crime grave, eh bien, c'est toute votre famille qui peut mourir en même temps que vous. Parents, enfants, frères, épouses, tout le foyer. Pourquoi ? Eh bien parce que dans ce système, la responsabilité est collective. Si quelqu'un commet un crime, eh bien c'est que son entourage a échoué à le contrôler. Donc au final, tout le monde paye. Ici, on atteint le point extrême. La peine de mort n'est plus une punition, c'est un outil de gestion totale de la société. Au final, si l'on regarde toutes ces sociétés, Athènes, Babylone, Rome, les Aztèques, le Japon, l'Angleterre ou bien encore la Chine, une chose devient évidente. La peine de mort n'a jamais été uniquement une question de justice. Elle a toujours été liée à une chose, le contrôle. Contrôle des corps, contrôle des idées, contrôle de la société. Et parfois, ce contrôle allait tellement loin qu'il transformait des actes banals en crimes dignes de mort. Et ce qui nous paraît aujourd'hui absurde était à l'époque considéré comme nécessaire. Et c'est précisément ce décalage qui permet de comprendre à quel point les sociétés peuvent évoluer. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. En l'an 897, à Rome, la justice franchit un seuil qui, même pour l'époque, paraît difficile à concevoir. En effet, le pape Étienne VI ordonne l'exhumation du corps de son prédécesseur, Formose, mort depuis plusieurs mois. Le cadavre, en état de décomposition avancée, est sorti de sa tombe, revêtu des habits pontificaux et installé sur un trône, au cœur même d'une salle de tribunal. Devant lui, des juges, des clercs et un public. La scène est solennelle, presque théâtrale, mais profondément dérangeante. On lit les accusations à haute voix, comme si l'homme pouvait encore répondre. Un diacre est chargé de parler à sa place, de défendre un corps qui ne peut ni se mouvoir ni s'exprimer. Les charges sont politiques. Formose est accusé d'avoir accédé illégalement au trône pontifical et d'avoir trahi certaines règles ecclésiastiques. En réalité, derrière ce procès se cache une lutte de pouvoir violente et instable entre factions rivales au sein de l'Église romaine. Le verdict ne surprend personne, Formose est déclaré coupable. Alors la sentence s'abat sur ce qui reste de lui, on lui arrache ses vêtements sacrés, on lui coupe les 3 doigts de la main droite, ceux qu'il utilisait pour bénir. Son corps est ensuite traîné hors de la salle, humilié une dernière fois avant d'être jeté dans le Tibre. Ce procès, connu sous le nom de synode cadavérique, illustre jusqu'où peut aller une justice lorsqu'elle devient un instrument de vengeance. À ce moment précis, la condamnation ne vise plus un homme, mais l'effacement total de son autorité, même après sa mort.